Salutations. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet quand même délicat. Le sevrage sécuritaire des benzodiazépines, c'est souvent prescrit pour l'anxiété, le sommeil. On va aussi parler un peu des antidépresseurs parce que les principes, ils se ressemblent pas mal. Mais super important avant de commencer, tout ce qu'on dit ici, c'est pour informer. Faut absolument jamais commencer un plan de sevrage ou même juste changer une dose sans en parler avec son médecin ou son pharmacien, puis être suivi de près. Le but ici, là, c'est pas pantoute de dire à tout le monde d'arrêter leurs médicaments, c'est plus de discuter des méthodes plus à jour, basées sur la science, pour le faire de façon plus sécuritaire si c'est indiqué. On se base sur des sources assez récentes, notamment les travaux du Dr. Mark Horowitz, puis aussi les Mosley des Prescribing Guidelines. C'est un guide clinique important qui l'a coécrit. Puis, anecdote intéressante, le docteur Horowitz, il a lui-même vécu un sevrage d'antidépresseurs vraiment difficile. Ça l'a amené à questionner les méthodes qu'on utilisait à l'époque. Exactement. Puis, pendant longtemps, les guides cliniques, qui étaient souvent basés sur des études à court terme, puis des fois financées par l'industrie pharmaceutique, ils minimisaient un peu la difficulté du sevrage. Les vieilles méthodes, là, comme de couper la dose en deux, puis encore en deux, une approche qu'on appelle linéaire, ça tient juste pas compte de comment ces médicaments-là agissent vraiment sur le cerveau. Ah, OK. Fait que cette méthode linéaire-là, comme couper toujours la même quantité, mettons 2 mg, puis encore 2 mg, c'est ça le problème. Pourquoi ça marche pas bien? C'est exactement ça. L'effet de ces médicaments sur les récepteurs dans le cerveau, c'est pas linéaire pantoute. C'est pas comme une ligne droite. Quand tu es à de petites doses, même une mini-quantité de médicaments va occuper une grosse proportion des récepteurs qui sont libres. Fait que c'est un gros effet. Mais quand tu es à plus haute dose, la plupart des récepteurs sont déjà occupés, on dit saturés. Fait que si tu augmentes ou tu diminues la dose, l'impact additionnel est pas mal moins grand, proportionnellement. Ça suit une courbe qu'on appelle hyperbolique. Je vois. C'est un peu comme si on remplit un stationnement. Au début, chaque nouvelle auto prend une place facile d'accès, ça paraît beaucoup, mais quand il est presque plein... C'est une excellente image, oui. Ajouter une auto de plus change pas grand-chose. Le problème avec la réduction linéaire, c'est quand on applique ça à cette réalité hyperbolique-là. Si tu passes de, disons, 10 mg à 5 mg, puis ensuite de 5 mg à 0, même si c'est 5 mg à chaque fois, mais la dernière réduction, celle de 5 à 0, elle provoque un choc beaucoup plus grand sur le cerveau. Parce que là, tu passes d'une occupation quand même importante des récepteurs à rien du tout d'un coup. Oui. C'est souvent là que les symptômes de sevrage deviennent vraiment intenses, puis des fois intolérables pour la personne. OK, là, c'est clair pourquoi l'ancienne méthode pose problème. Alors, c'est quoi la solution? Comment on fait mieux avec cette approche hyperbolique dont parlent les Maudsley Guidelines? L'idée de l'approche hyperbolique, c'est de faire des réductions qui sont proportionnelles à la dose actuelle. Donc, on réduit par pourcentage, par exemple, 10 de la dose courante, au lieu d'enlever une quantité fixe en milligrammes. Ça veut dire que les réductions deviennent de plus en plus petites en milligrammes à mesure que la dose totale baisse. Si tu commences à 20 mg, une réduction de 10 c'est 2 mg. Tu passes à 18 mg. Mais plus tard, quand tu es rendu à, mettons, 2 mg, une réduction de 10 c'est juste 0,2 mg. C'est minuscule. Wow, OK. Ça demande une précision assez fine vers la fin, là. Pour quelqu'un qui prendrait ça depuis, mettons, une dizaine d'années, ça pourrait prendre combien de temps un sevrage comme ça? Ça peut être très long. On parle de plusieurs mois, puis souvent même une année ou plus. C'est vraiment au cas par cas. La vitesse dépend complètement de comment la personne tolère la réduction. Si des symptômes de sevrage deviennent trop forts, on fait une pause. On attend que ça stabilise, puis on reprend, peut-être encore plus lentement. Il faut savoir aussi que même après l'arrêt complet, le cerveau, lui, il peut prendre encore des mois, parfois des années, pour retrouver son équilibre. Puis concrètement, comment on fait pour gérer ces toutes petites doses-là? Surtout ici au Canada. J'imagine que couper une pilule en mini-morceaux, c'est pas évident. Mais non, c'est un vrai défi pratique. Les sources parlent beaucoup de l'utilité des formes liquides des médicaments, quand ça existe. Au Canada, puis spécifiquement au Québec, on a ce qu'on appelle des pharmacies préparatrices ou pharmacies magistrales. Ces pharmacies-là sont spécialisées, puis elles peuvent parfois, sur ordonnance, préparer des gélules ou des solutions liquides avec des dosages très, très précis. Ah oui, même si le médicament vient pas en liquide du fabricant. Oui, c'est ça qu'on appelle un usage hors étiquette. C'est pas la forme officiellement approuvée pour ce genre de fractionnement-là, mais c'est vu par plusieurs experts comme une façon raisonnable et même nécessaire pour réussir un sevrage hypoglycolique qui est sécuritaire puis très graduel.
Broyer des comprimés puis les mélanger dans l'eau pour faire une suspension, c'est une autre technique, mais ça demande vraiment d'être bien guidé par un professionnel, là. Donc, si je résume, l'approche plus moderne, comme le sevrage hyperbolique recommandé par Maudsley, ça change pas mal la donne. C'est beaucoup plus lent, c'est personnalisé, puis avec des réductions minuscules vers la fin, tout ça pour respecter comment le cerveau fonctionne vraiment. Ça sonne comme une approche plus humaine puis qui a peut-être plus de chances de fonctionner, surtout pour ceux qui prennent des benzos depuis longtemps. Voilà, ça nous donne un bon aperçu de la complexité du sevrage des benzodiazépines puis comment les méthodes évoluent. On va le redire une dernière fois, c'est crucial. N'importe quel changement à la médication, ça doit se faire en équipe avec un médecin ou un pharmacien. Oui, tout à fait. Puis peut-être une petite question pour laisser nos auditeurs et auditrices réfléchir un peu. Des fois, ça prend du temps avant que les nouvelles connaissances scientifiques, comme celles sur le sevrage hyperbolique, se rendent dans la pratique de tous les jours. Alors, comment est-ce que l'information puis le fait que la personne s'implique activement dans ses soins peuvent aider à améliorer la conversation avec les professionnels de la santé pour arriver à un plan qui est vraiment adapté puis optimal pour elle?